Bonjour Yves, merci d'être parmi nous. Tu es en train de faire un stage sur les inductions rapides. J'aimerais savoir comment ta pensée évolue sur ce sujet qui était très controversé il y a quelque temps encore, sur les inductions rapides dans le soin. Alors ma pensée évolue de façon importante et confirme ce que j'avais ressenti il y a quelques années dans la demande des infirmières, la demande des médecins, c'est notamment à l'hôpital, je veux dire, ils ne demandent pas de faire de l'hypnothérapie, ils ne demandent pas de jouer les psychologues ou jouer les psychiatres, ils demandent est-ce qu'il y a un outil de communication qui permet aux soignants d'aider très rapidement et efficacement les patients, les malades en difficulté parce qu'ils ont peur d'un examen, parce qu'ils anticipent un examen douloureux, ou parce que le geste du médecin ou le geste de l'infirmière est désagréable. Ça, je crois que c'est quelque chose qui a été important. Et quand on lit Erickson, parce que c'est de lire Erickson qui est intéressant, et notamment les 4 conférences d'Erickson, on se rend compte qu'il y a beaucoup de présentations où Erickson parle aux dentistes, où Erickson parle aux médecins en leur disant, ben voilà, on peut avoir des inductions qu'il appelle lui naturaliste, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une induction formelle, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps pour mettre une personne dans un état de conscience qu'il appelle la transhypnotique, etc. Et il s'appuie aussi sur le fait qu'un individu ne peut pas être conscient ici et maintenant très longtemps et qui déconnecte comme ça très très souvent au cours d'une journée. Et c'est Rossi qui a rapproché ça des rythmes ultradiens que connaît l'être humain au cours d'une journée. Alors pour moi, c'était une révélation. Mais ensuite, c'était se dire, mais d'accord, mais comment effectivement proposer un changement rapide de conscience du patient, de pouvoir. Ça a été la découverte de Dave Hellman, ce qui a été difficile d'accepter par mes autres confrères, notamment les psychothérapeutes, parce que Dave Hellman a dit c'est terrible, c'est un hypnotiseur de music hall, sans connaître d'ailleurs le travail de Dave Hellman. D'abord, Dave Hellman n'était pas un hypnotiseur de music hall, c'était un présentateur célèbre aux États-Unis de radio. Et c'était aussi un jazzman. Et l'hypnose, il l'avait appris gamin par un ami de son père qui assistait son père en train de mourir. Il souffrait et cet ami a diminué les souffrances de son père grâce à l'hypnose. Et Hellman faisait des interviews, pas des interviews, des manifestations, un petit peu d'hypnose dans des soirées caritatives où des médecins se trouvaient. Et ce que je trouve remarquable de ce travail d'Hellman, c'est qu'il a toujours refusé, dans un premier temps, d'apprendre l'hypnose aux médecins, aux dentistes, à des anesthésistes, etc. Et il disait, moi, comme ce qu'on me reproche de m'appuyer dessus, moi, je fais du public, je fais de la représentation, je fais de l'hypnose en amusement, je vois pas l'intérêt que peuvent avoir des médecins à m'écouter, à apprendre l'hypnose que je fais. Puis à force de le rencontrer, de lui dire mais si, apprenez-nous, Dave Hellman a une position très honnête en disant moi, bon d'accord, je vais vous apprendre, mais je ne connais rien à la médecine, je ne connais rien à la dentisterie, sinon éventuellement d'être impatient. Et ce que je vous propose, c'est de devenir une forme de stagiaire, de pouvoir vous voir travailler et communiquer avec vos patients au bloc opératoire, en consultation médicale, chez le dentiste. Puis, une fois que
je vous regarderai, je vous entendrai parler, je vous entendrai aider les patients, peut-être que j'accepterai de vous former à l'hypnose. Et en fin de compte, c'est ce qui s'est passé. Et il a décidé d'adapter ce qu'on, entre guillemets, l'hypnose musicale à la médecine. Et c'est comme ça qu'effectivement, sur la côte est des États-Unis, Dave Hellman a une certaine réputation, mais d'enseignant l'hypnose. Il a écrit un livre, Hypnothérapie, qui est, là aussi, on peut effectivement, et moi je le critique, ce livre, une grande partie, tout ce qu'il apporte aux médecins sur le terrain, aux dentistes, etc., ça tient la route. On peut effectivement récupérer des inductions, les adapter à aujourd'hui, mais c'est vrai que tout ce qui touche un petit peu la psychothérapie, c'est évidemment éminemment critiquable. Mais ce qu'il apporte, c'est que on peut, dans des inductions très très rapides, en légitimant le patient, c'est-à-dire ça c'est nous, c'est le travail qu'on a fait sur la communication, sur les stratégies thérapeutiques pour aider les patients, c'est nous qui créons le modèle de l'hypnose rapide, c'est-à-dire ça ne va marcher que si on a légitimé le patient dans sa détresse, etc. Ça ne va marcher que si, effectivement, on dit au patient, et pas simplement « je vous comprends, vous avez mal, on va vous aider », etc. Le discours habituel qu'on a appris dans les écoles de santé, etc. C'est de dire au patient ce que vous m'apportez, vos pleurs, votre colère, vos peurs, vos croyances, etc. Si j'avais les mêmes croyances, c'est-à-dire si j'étais un être humain de l'autre côté, face à un médecin, avec les mêmes croyances, avec les mêmes peurs, je réagirais de la même façon que vous. Il y aura peut-être des différences, mais vraiment, nous serions très très proches l'un de l'autre. Et c'est là qu'on va effectivement proposer, on aura une phrase de transition en disant « c'est pour ça que je vais vous aider », et c'est là qu'on va leur proposer une stratégie hypnotique pour avoir très très rapidement un soulagement pendant l'acte, une forme entre guillemets d'analgésie qui permet aux patients de supporter un acte douloureux, d'accepter plus facilement une chimiothérapie, etc. Parce qu'effectivement, on peut programmer des comportements plus adaptés à des soins qui font peur aux patients. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Ce qui me paraît important aussi de souligner, c'est que, en fin de compte, les inductions rapides, évidemment, ça entraîne plutôt de développer des suggestions plus fermes, c'est-à-dire, on dirait presque des suggestions autoritaires, mais il y a forcément de la fermeté pour que le patient puisse nous suivre. On lui tend la main pour le sortir de l'eau, mais notre bras, il est très ferme. On ne va pas lui demander, pour le sortir de l'eau, de la noyade, est-ce que c'est le bras gauche que je vous tends ou est-ce que c'est le bras droit? On lui tend le premier bras et la main est ferme pour le sortir de la noyade. L'hypnose, les inductions rapides, c'est un peu ça, c'est-à-dire on est très précautionneux, on aime nos patients, oui, après tout, si ça déplaît, ça déplaira, mais on souhaite véritablement, humainement, aider nos patients à se sortir de situations difficiles qu'ils ont engendrées par leur peur, etc. Donc c'est vrai qu'on est sûrement un peu plus ferme, on est moins dans la créativité que ce qu'on peut apprendre dans l'hypnothérapie ou dans d'autres approches de psychothérapie. Et ça c'est important parce qu'on ne fait pas de la psychothérapie, on aide par des moyens humains une personne à sortir de son angoisse, à accepter un traitement, à accepter un geste médical qui malheureusement, il est efficace seulement, il est aussi un peu ou même beaucoup douloureux.
Et en fin de compte, c'est ça notre travail des inductions rapides. Ça n'a rien à voir, on ne bouscule pas les patients, ce n'est pas de l'hypnose musicale, ce n'est pas de l'hypnose de rue, c'est utiliser des techniques stratégiques pour modifier l'état de conscience et permettre à modifier l'état de conscience, ramener les patients dans cette capacité de se protéger dans le virtuel, alors que face au réel, face aux soins qu'ils vont avoir, ils sont en difficulté, et généralement en difficulté. Ils vont être sûrement aussi dans un virtuel, l'imaginaire, mais qui va renforcer leurs difficultés. Nous, on les prend là où ils sont, et effectivement, on va les aider à choisir un virtuel, on va les aider à choisir un imaginaire qui soit quand même protecteur de toutes leurs craintes, pas du geste médical. Il est thérapeutique, le geste médical, mais ce qu'il se représente du geste médical. Je te remercie. Juste un petit point. Quelle différence fais-tu entre la rupture de pattern et l'hypnose extemporanée? Dans l'hypnose extemporanée, il n'y a pas de rupture de pattern. Dans l'hypnose extemporanée, on est un petit peu comme dans cette conversation, c'est fluide, c'est-à-dire on légitime la personne dans ses craintes. La personne, elle se rend compte que, tiens, le médecin, tiens, l'infirmière, ils sont pas tout à fait comme les autres. Eux, ils disent, mais je suis avec vous. Et je sais que si j'avais les mêmes croyances, etc., je serais aussi en difficulté. Et une phrase de transition qui fait le lien, c'est parce que je suis avec vous que je vais vous aider. Il y a une continuité, c'est très fluide. Et parce que je vais vous aider, je vais vous proposer un outil, quelque chose qui va vous permettre d'aller dans un virtuel qui vous protège de toutes vos craintes, qui permet, entre guillemets, de réduire vos émotions pour que l'examen, pour que l'intervention puisse se faire pour vous rapidement, dans un certain confort, malgré toutes vos craintes. Mais c'est dans une continuité, c'est fluide, il n'y a, pour moi, pas de rupture de pattern. Écoute, mon cher Yves, un grand merci pour toutes ces précisions, et puis à bientôt. Merci.